Quand la société s'effondre, les gens se regroupent. La survie en solitaire est possible mais difficile. La survie en groupe démultiplie les capacités. Plus de compétences, plus de sécurité, plus de capacité de travail. Les gens forment donc toujours des groupes. À travers chaque effondrement historique, les gens s'organisent en collectif car les groupes survivent mieux que les individus. Mais tous les groupes ne survivent pas de la même manière. 5 types de groupes spécifiques se forment lors de chaque effondrement. Des structures différentes, des valeurs différentes, des stratégies différentes, et 4 d'entre eux échouent de manière catastrophique, tandis qu'un seul réussit. Comprendre quel groupe se forme, pourquoi il se forme et lequel s'en sort réellement n'est pas une question académique. C'est une question de vie ou de mort parce que vous allez soit former un groupe, soit rejoindre un groupe, soit interagir avec des groupes. Votre survie dépend de votre capacité à reconnaître le type de groupe auquel vous avez affaire et à savoir si ce groupe a un avenir ou s'il est condamné. Le groupe qui survit n'est pas celui auquel la plupart des gens s'attendent. Ce n'est pas le plus armé, ni le plus préparé, ni le plus organisé selon les critères traditionnels. Les survivants comprennent quelque chose à la dynamique de groupe que les perdants ignorent. Quelque chose de contre-intuitif, quelque chose qui va à l'encontre de chaque instinct de survivaliste et de chaque film sur la survie post-apocalyptique. Voici les 5 groupes qui se forment lors de chaque effondrement. À quoi ils ressemblent, pourquoi ils se forment, ce qui en tue 4 et lequel survit quand tous les autres ont échoué. Groupe 1, la milice tactique. Armes lourdes, pertes lourdes. C'est le groupe dont rêvent les survivalistes. D'anciens militaires, des forces de l'ordre et des passionnés de tactique formant une organisation paramilitaire. Armes lourdes, hiérarchie rigide, opération de style militaire. Le groupe qui semble le plus capable au premier jour. À quoi il ressemble? Une structure de direction basée sur le rang militaire. Quelqu'un est le commandant. Les autres sont des subordonnés. La chaîne de commandement est explicite. Les ordres descendent. L'information remonte. Très organisé sur le papier. Armement et équipement tactique étendu. AR-15, gilet pare-balles, vision nocturne, équipement de communication. Ils ressemblent à une unité militaire professionnelle. Tout le monde est armé et équipé selon des normes similaires. Position fortifiée comme base arrière. Ils établissent un camp retranché. Position défensive. Champ de tir croisé. Structure renforcée. Pensée militaire appliquée à la défense statique. Patrouilles agressives et opérations de sécurité. Ils effectuent des patrouilles. Ils établissent des périmètres. Ils contrôlent le territoire autour de leur position. Ils projettent leurs forces pour dissuader les menaces, font des entraînements et des exercices. Ils pratiquent la tactique. Ils testent des scénarios. Ils maintiennent la discipline par la structure et la routine. Ils se préparent à la violence qui, selon eux, définira la survie. Pourquoi se forment-ils? Les groupes tactiques se forment parce que les personnes issues du milieu militaire ou policier gravitent vers ce qu'elles connaissent. Elles sont formées à fonctionner dans des organisations hiérarchiques. Elles sont à l'aise avec la chaîne de commandement. Elles optent par défaut pour la structure militaire car c'est leur expérience. Ils attirent également les personnes qui idéalisent les opérations tactiques. Les apprentis opérateurs qui voient l'effondrement comme leur chance de vivre des fantasmes militaires. Ils s'engagent parce qu'ils aiment l'équipement, la structure, le sentiment d'être des guerriers. Le groupe tactique offre une sécurité visible immédiate. Les armes lourdes et les personnes entraînées font paraître le groupe sûr. Les nouveaux venus qui s'y joignent se sentent protégés par la puissance de feu et l'organisation. Pourquoi échouent-ils? La hiérarchie rigide se brise sous le stress. La hiérarchie militaire fonctionne lorsqu'elle est soutenue par une infrastructure institutionnelle. Lors d'un effondrement, lorsque le commandant prend de mauvaises décisions, les subordonnés ne peuvent pas passer outre sans briser la structure. Un mauvais leadership tue le groupe alors que tout le monde suivait les ordres. La consommation de ressources est insoutenable. Les opérations militaires consomment rapidement des munitions, du carburant et des fournitures. Les patrouilles brûlent du carburant. L'entraînement utilise des munitions. L'équipement nécessite de l'entretien. Le groupe tactique épuise ses ressources plus vite qu'il ne peut en acquérir. Ils se retrouvent à sec tout en étant lourdement armés. Ils se créent des ennemis par la projection de force. Chaque fois qu'ils effectuent une patrouille ou établissent sur le contrôle d'un territoire, ils défient les autres. Ils se font des ennemis parmi les autres groupes.
Ils déclenchent des conflits par leur force visible. Finalement, ils font face à un nombre écrasant ou à quelqu'un de mieux armé. La posture agressive qui semblait être une force devient la raison pour laquelle ils sont ciblés. Conflit interne sur la tactique et la stratégie. Le groupe attire des personnalités fortes qui pensent toutes détenir la bonne réponse. Lorsque les situations ne correspondent pas à leur formation, ils se disputent sur l'approche à adopter. Des factions se forment. Le groupe se fracture à cause de désaccords tactiques qui deviennent des conflits personnels. L'état d'esprit militaire appliqué aux situations de survie échoue. Les opérations militaires ont des lignes de ravitaillement, des renforts et des objectifs définis. La survie lors d'un effondrement est de durée indéfinie, sans réapprovisionnement et sans conditions de victoire claires. La pensée tactique ne correspond pas à la réalité de la survie. Ils mènent des guerres qu'ils ne peuvent pas gagner parce que la survie n'est pas une guerre. Attrition par excès de confiance. Ils croient que leur formation et leur équipement les rendent supérieurs. Ils prennent des risques basés sur cette croyance. Ils engagent des menaces qu'ils devraient éviter. Finalement, ils perdent des membres dans des fusillades qui n'étaient pas nécessaires. Chaque perte affaiblit le groupe. Après assez de pertes, ils ne peuvent plus maintenir les opérations. Délai avant l'échec, 3 à 6 mois. Ils brûlent leurs munitions dans les premiers mois en défendant leur territoire et en menant des opérations. Ils perdent des gens au combat. Les conflits internes s'intensifient à mesure que les ressources s'épuisent. À 6 mois, ils se sont soit effondrés en fragments plus petits, soit ont été éliminés par l'accumulation d'ennemis. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Groupe 2. La coalition communautaire. La démocratie meurt dans l'obscurité. C'est la surveillance de quartier qui change d'échelle. Des voisins qui se connaissaient avant l'effondrement s'unissent pour maintenir l'ordre et partager les ressources. Ils cherchent à préserver les valeurs sociales d'avant l'effondrement, coopération, équité, processus décisionnel démocratique. À quoi ils ressemblent ? Adhésion inclusive. N'importe qui dans le quartier peut s'y joindre. Il y a des réunions où tout le monde vote sur les décisions. Le leadership tourne ou est élu. Structure très égalitaire. Partage des ressources. Nourriture, eau, compétences mises en commun. Ils établissent des potagers communs. La collecte de l'eau, des tours de garde. Chacun contribue comme il le peut. La distribution vise l'équité. Attitude défensive, non agressive. Ils établissent un périmètre autour de leur quartier. Ils défendent mais ne patrouillent pas au-delà de leur zone. Ils ne cherchent pas le conflit. Tentative de maintenir les normes d'avant l'effondrement. Ils ont des règles. Ne pas se voler les uns les autres. Pas de violence au sein du groupe. Les litiges sont arbitrés. Ils tentent de maintenir la civilisation vivante à travers le contrat social. Pourquoi se forment-ils ? Les coalitions communautaires se forment parce que les êtres humains font naturellement confiance aux personnes qu'ils connaissent déjà. Les voisins s'unissent parce qu'ils ont des relations établies. Ils connaissent les noms des autres, leurs familles, leurs histoires. Les liens sociaux préexistants créent les fondations. Ils se forment aussi par le désir de maintenir la normalité. Les gens veulent croire que leur quartier peut rester civilisé, que la coopération et l'équité fonctionneront. Ils s'accrochent aux valeurs d'avant l'effondrement parce qu'accepter que ces valeurs soient mortes est psychologiquement dévastateur. Le groupe communautaire semble moralement juste. Cela fait du bien de coopérer, de partager, d'aider les voisins. Cet attrait moral attire des personnes qui veulent être de bonnes personnes, même pendant l'effondrement. Pourquoi échouent-ils ? Les profiteurs, passagers clandestins, détruisent le système. Certains membres contribuent moins qu'ils ne reçoivent. Ils sautent leur tour de garde. Ils mangent plus que leur part. Ils simulent des maladies pour éviter le travail. Le système coopératif dépend de la contribution équitable de tous. Quand certains ne le font pas, le ressentiment naît. Finalement, ceux qui contribuent refusent de continuer à soutenir les profiteurs. Le système s'effondre à cause de l'injustice interne. Le processus décisionnel démocratique est trop lent. Les urgences exigent des décisions rapides. Quand le groupe doit décider s'il faut évacuer, s'il faut laisser entrer des inconnus, s'il faut utiliser la force contre les menaces, ils tiennent des réunions, ils discutent, ils votent. Le temps qu'ils décident, la situation a déjà évolué. Des opportunités sont perdues. Les menaces ne sont pas traitées assez rapidement. La démocratie ne peut pas répondre à des conditions de crise qui changent rapidement. L'inclusivité devient une vulnérabilité pour la sécurité. Ils permettent à n'importe qui du quartier de se joindre à eux. Certaines personnes ne devraient pas faire partie du groupe. Certains sont des fardeaux, malades, blessés, refusant de travailler. D'autres sont des menaces, criminels, mentalement instables, violents. La politique inclusive signifie qu'ils ne peuvent pas exclure les membres dangereux ou inutiles sans violer leurs propres valeurs. Le groupe est affaibli par l'inclusion de tous. Ils attirent les prédateurs. Un groupe coopératif et pacifique avec des ressources partagées est une cible idéale. Les gangs voient la coalition communautaire comme une réserve de fourniture. Ils attaquent avec une force écrasante. La communauté tente de se défendre mais n'est ni équipée ni entraînée à la violence. Ils sont submergés et leurs ressources sont pillées.
Les conflits internes sur l'équité sont insolubles. Quelqu'un pense que la distribution de nourriture est injuste. Quelqu'un d'autre pense qu'une autre famille ne contribue pas assez. Ces disputes consomment un temps infini en réunion. Des factions se forment autour de différentes visions de l'équité. Finalement, le groupe se fragmente à mesure que les gens partent pour former des groupes plus petits avec ceux qui partagent leurs valeurs. Le contrat social se rompt lorsque les ressources deviennent vraiment rares. Quand il y a de l'abondance, partager est facile. Quand la nourriture vient à manquer et que les gens meurent de faim, les parents avec enfants regardent les célibataires sans enfants et pensent pourquoi devraient-ils manger alors que mes enfants ont faim. Le système d'équité s'effondre quand l'enjeu devient une question de vie ou de mort. Les gens privilégient leur propre famille par rapport au groupe. La coalition se dissout. Délai de l'échec, 2 à 4 mois. Les problèmes de profiteurs apparaissent immédiatement mais mettent des semaines à créer des conflits sérieux. L'épuisement des ressources accélère la division. En 2 ou 3 mois, les conflits internes consomment plus d'énergie que les défis externes de survie. Le groupe se fragmente ou est ciblé par des prédateurs qui reconnaissent leur vulnérabilité. Groupe 3. Le clan familial. Le sang est épais mais peu profond. Il s'agit du regroupement de la famille élargie. Parents, frères et sœurs, cousins, tous regroupés en un seul lieu. Les liens du sang comme fondement. Souvent un patriarche ou une matriarche comme leader. Loyauté intense au sein de la famille. Profonde méfiance envers l'estrigné. À quoi il ressemble? Structure familiale comme structure organisationnelle. Le père ou le grand-père dirige. Les fils adultes sont les lieutenants. Les petits-enfants sont la main-d'œuvre. L'autorité découle de la position familiale, pas de capacité. Fermés et méfiants. Ils ne font pas confiance aux étrangers. Ils ne font pas de commerce ni interagissent pas avec d'autres groupes lorsque cela est nécessaire. Ils partent du principe que quiconque est en dehors de la famille est une menace. Accaparement des ressources. Tout ce que la famille possède est uniquement pour la famille. Ils ne partagent pas avec les autres. Ils accumulent et protègent ce qu'il a eux. Justition défensive sur la propriété familiale. Ils fortifient la maison ou le complexe familial. Ils défendent ce qui leur appartient. Ils ne s'étendent pas au leur de leur terre. Pourquoi se forment-ils? Les clans familiaux se forment parce que les liens du sang représentent la confiance la plus profonde. On fait confiance à sa famille comme on fait confiance à personne d'autre. Quand le monde s'effondre, on se croit vers la famille parce que c'est la loyauté la plus fiable. Ils se forment aussi parce que les familles ont des relations et des dynamiques existantes. Il n'y a pas besoin d'établir une hiérarchie ou de construire la confiance, elle est déjà là. Ils rendent opérationnelles les relations préexistantes. Le regroupement géographique est naturel. Les membres de la famille vivent dans des maisons différentes mais dans la même région. Quand l'effondrement arrive, ils convergent vers un seul lieu, généralement la maison du patriarche ou de celui qui possède la propriété la plus défendable. Les craves. Pourquoi échouent-ils? Diversité génétique et de compétences limitées. Ils sont tous apparentés. Les compétences disponibles sont celles que les membres de la famille possèdent par hasard. Souvent il y a des lacunes. Personne ne sait prodiguer des soins médicaux. Personne ne sait réparer les moteurs. Le clan ne peut pas couvrir toutes les capacités nécessaires parce qu'ils sont limités à l'éventail de compétences des membres de la famille. Consanguinité des mauvaises idées. Les dynamiques du groupe familial signifient que certaines idées ou valeurs dominent. Si le patriarche prend de mauvaises décisions, personne ne le remet en question efficacement à cause des dynamiques de respect ou de peur familiale. Le groupe s'obstine dans des mauvaises stratégies car la loyauté familiale empêche les corrections de trajectoire nécessaires. Incapacité de croître ou de s'adapter. Ils ne peuvent pas recruter. Ils ne peuvent pas ajouter les compétences qui leur manquent. Ils sont bloqués avec ceux qu'ils ont. S'ils perdent quelqu'un, ils ne peuvent pas le remplacer. L'usure les tue lentement parce qu'ils refusent d'accueillir des étrangers. Les conflits familiaux deviennent des conflits de survie. Les tensions familiales préexistantes explosent sous le stress. De vieux ressentiments ressurgissent. Le frère qui s'est toujours senti plus respecté. La sœur qui pense qu'elle devrait diriger à la place de papa. Le cousin qui n'a jamais contribué et continue de ne pas le faire. Ces conflits personnels dégénèrent un point de purge. Le groupe familial se dissout car ils se battent entre eux au lieu de faire face aux menaces extérieures. Le problème du leadership matriarcal. Leadership basé sur la position familiale, pas sur la capacité. Quand papa ou grand-père prend de mauvaises décisions, la structure familiale ne permet pas de les contester efficacement à cause de mauvaises décisions. Un mauvais leadership combiné à la structure de loyauté se confie que le groupe suit décision erronée jusqu'à l'échec catastrophique. La méfiance envers les étrangers limite les opportunités. Ils pourraient échanger de la nourriture dont ils ont besoin. Ils pourraient s'allier avec un autre groupe pour la sécurité. Ils pourraient recruter quelqu'un avec des compétences critiques. Ils ne le font pas parce qu'ils ne font confiance à personne hors de la famille. Cet isolement signifie qu'ils ratent des opportunités qui pourraient les sauver et affrontent seuls des menaces qu'ils auraient pu affronter collectivement avec des alliés. Délai de l'échec, 4 à 8 mois. Les clans familiaux durent plus longtemps que les groupes tactiques ou les coalitions communautaires parce que la loyauté est réelle et la confiance interne est élevée. Mais les lacunes de compétences et la capacité d'acter finalement que la situation qu'ils ne peuvent pas résoudre. Ils sont stables à l'intérieur mais ne savent pas répondre aux changements extérieurs. Quand les circonstances exigent quelque chose dont ils ne sont pas capables, ils échouent parce qu'ils n'acceptent pas d'être. Groupe 4, le gang de pillards. Prenez tout, ne laissez rien. C'est le groupe prédateur. Ils ne produisent pas, ils prennent. Ils ciblent d'autres groupes, attaquent, volent des ressources et repartent. Stratégie de survie purement parasitaire. À quoi ils ressemblent? Mobiles et agressifs. Ils ne défendent pas de territoire. Ils parcourent des zones, attaquent des cibles et prennent ce qu'ils veulent. Lourdement armés, mais pas disciplinés. Ils ont des armes. Ils s'en servent, mais ils ne sont pas militaires. Ce sont des opportunistes violents. Hiérarchie lâche basée sur la force. Celui qui est le plus violent et le plus efficace dirige. Le leadership change par le conflit. C'est instable et brutal. Pas de planification à long terme. Ils pensent au prochain raid, à l'endroit où ils frapperont ensuite, à ce qu'ils prendront. Ils ne planifient pas des mois à l'avance, car ils ne pensent pas à des mois d'échéance. Pourquoi se forment-ils? Les gangs de pillards se forment à partir d'éléments criminels et de personnes qui choisissent la violence comme stratégie principale. Lorsque les forces de l'ordre s'effondrent, les personnes ayant des antécédents criminels ou des tendances violentes gravitent vers des groupes où ces traits sont des avantages. Ils attirent aussi ceux qui ont échoué dans d'autres stratégies de survie. Les personnes qui ne pouvaient pas produire leur propre nourriture, ne pouvaient pas construire leur propre abri, ne pouvaient pas organiser leur propre défense. Ils rejoignent les pillards car prendre aux autres est plus facile que de construire sa propre autonomie. La stratégie de pillage offre des récompenses immédiates. Attaquer un groupe plus faible, prendre ses affaires. Des ressources rapides sans le travail de production ou de préparation. Cela attire les penseurs à court terme. Pourquoi échouent-ils? Ils consomment les ressources plus vite que les cibles ne peuvent qu'en se régénérer. Les pillards frappent des groupes non productifs et prennent dans leurs provisions. Mais ils ne laissent pas ces groupes fonctionnels. Ils prennent tout. Cela signifie que chaque cible est détruite et ne peut plus être pillée. Finalement, ils sont à court de cibles.
Tous les groupes productifs dans leur rayon d'action ont été éliminés ou ont fui. Les pillards n'ont plus rien à piller. Ils créent une coalition d'ennemis. Chaque groupe qu'ils ont frappé ou menacé devient leur ennemi. Finalement, les groupes survivants s'organisent contre les pillards. Une coalition de groupes défensifs ayant un ennemi commun est plus forte que les pillards. L'alliance défensive traque les pillards systématiquement. Les prédateurs deviennent les proies. La violence interne les détruit de l'intérieur. Les groupes de pillards sont maintenus ensemble par le succès. Lorsque les raids réussissent et que les ressources sont abondantes, le groupe reste uni. Lorsque les raids échouent ou que les ressources s'épuisent, ils se retournent les uns contre les autres. Le leadership est contesté violemment. Le groupe se fracture en gangs plus petits ou se dissout complètement. Attrition sans filière de recrutement. Chaque raid comporte des risques de perte. Ils perdent des gens sous les tirs défensifs. Ils perdent des gens par blessures et infections. Ils ne peuvent pas recruter efficacement car aucun groupe stable ne veut rejoindre des pillards. Leurs effectifs diminuent. Finalement, ils sont trop peu nombreux pour attaquer avec succès des cibles défendues. Aucune compétence ni production durable. Ils ne cultivent pas de nourriture. Ils ne purifient pas l'eau au-delà du butin. Ils ne construisent ni n'entretiennent d'infrastructures. Ils sont complètement dépendants de la découverte de groupes qui font ces choses pour leur prendre. Lorsque ces groupes ont disparu, les pillards n'ont aucune capacité à subvenir à leurs besoins. Délai avant l'échec. 3 à 9 mois. Le début de l'effondrement offre de nombreuses cibles. Les pillards s'en sortent bien au début car il y a de nombreux groupes non préparés à victimiser. Au bout de 3 à 6 mois, les cibles faciles ont disparu. Les groupes survivants sont défendus. Les pillards épuisent leur zone et commencent à échouer. À 9 mois, ils sont soit morts, soit absorbés par d'autres groupes, soit morts de faim. Groupe 5, le réseau adaptatif. Lien lâche, survie forte. C'est le groupe qui survit. Il ne ressemble pas à un groupe au sens traditionnel. C'est un réseau d'individus et de petits noyaux qui maintiennent des relations flexibles. Ils coopèrent lorsque c'est bénéfique. Ils restent indépendants quand c'est avantageux. Ils s'adaptent aux circonstances changeantes sans structure rigide. À quoi ils ressemblent? Structure distribuée sans autorité centrale. Il n'y a pas de chef de réseau. Il y a des individus respectés pour leur expertise ou leurs ressources, mais personne ne commande. Les gens prennent leurs propres décisions et se coordonnent volontairement. Petit nœud de 2 à 5 personnes maximum. Le réseau n'est pas un seul grand groupe. Ce sont de nombreux petits groupes ou individus qui maintiennent des contacts et des relations. Chaque nœud est indépendant, mais connecté. Rôle spécialisé sans hiérarchie. L'un est le médecin, l'autre est le mécanicien. L'un est l'agriculteur, l'autre est le commerçant. Ces rôles ne sont pas hiérarchisés. Ils sont reconnus pour leur valeur. Les gens s'en remettent à l'expertise dans chaque domaine. Coopération flexible. Les nœuds travaillent ensemble sur des projets ou des défis spécifiques. Puis ils retournent à l'indépendance. La coopération est basée sur le projet, pas sur une intégration permanente. Réseau de partage d'informations. Les nœuds communiquent régulièrement. Ils partagent des renseignements sur les menaces, les opportunités, les ressources et les conditions dans différentes zones. L'information circule librement. Pourquoi se forment-ils? Les réseaux adaptatifs se forment à partir de personnes qui comprennent que les structures rigides échouent dans le chaos. Elles ont vu les groupes tactiques, les coalitions communautaires et les clans familiaux échouer. Elles ont appris que la flexibilité l'emporte sur la structure dans des environnements imprévisibles. Ils se forment aussi à partir de personnes qui valorisent l'indépendance, mais reconnaissent le besoin de coopération. Elles ne veulent pas être seules, mais elles ne veulent pas abandonner leur autonomie à une hiérarchie. Le réseau leur donne à la fois la connexion et l'absence de contrôle. La petite taille des nœuds se produit naturellement. 2 à 5 personnes, c'est gérable sans structure formelle. Tout le monde connaît tout le monde. La confiance est personnelle. Les décisions sont rapides car peu de personnes sont impliquées. Les groupes plus importants nécessitent une structure. Les petits groupes n'en ont pas besoin. Pourquoi survivent-ils? La flexibilité s'adapte aux conditions changeantes. Lorsqu'une approche échoue, ils en changent. Lorsqu'un lieu devient dangereux, ils déménagent. Lorsqu'une ressource se raréfie, ils trouvent des alternatives. L'absence de structure rigide signifie qu'ils ne sont pas enfermés dans des stratégies vouées à l'échec. Risque distribué. Si un nœud échoue, le réseau persiste.
Si une personne meurt, le réseau continue. Il n'y a pas de point de défaillance unique, pas de chef à perdre, pas de base centrale pouvant être détruite. Le réseau est résilient parce qu'il est distribué. Spécialisation sans dépendance. Chaque nœud possède une certaine capacité, mais les nœuds échangent des compétences et des ressources avec d'autres nœuds. Le médecin échange des soins contre de la nourriture de l'agriculteur. Le mécanicien répare le véhicule du commerçant en échange de pièces de récupération. Tout le monde bénéficie de la spécialisation des autres sans être complètement dépendant d'une seule personne. Avantage informationnel, car les nœuds sont répartis sur une zone géographique et partagent des renseignements. Le réseau en sait plus que n'importe quel groupe isolé. Ils voient venir les menaces. Ils identifient les opportunités. Ils prennent de meilleures décisions car ils disposent de meilleures informations. Évite tous les échecs des autres groupes. Pas de hiérarchie rigide à briser. Pas de démocratie pour ralentir les décisions. Pas d'adhésion exclusive limitant les compétences. Pas de posture agressive créant des ennemis. Pas de stratégie parasitaire épuisant les cibles. Le réseau évite délibérément les schémas d'échec des autres types de groupes. Faible visibilité. Le réseau ne ressemble pas à un groupe pour les étrangers. Pas de camp retranché, pas de patrouille, pas de structure évidente. Les pillards ne reconnaissent pas le réseau comme une cible. Les autres groupes ne voient pas le réseau comme une menace. Cette invisibilité assure la sécurité, peut croître ou rétrécir organiquement. Si quelqu'un de compatible apparaît, il peut s'intégrer au réseau. Si quelqu'un devient un fardeau, il peut être exclu. Le réseau peut se contracter pendant les périodes difficiles et s'étendre pendant les périodes meilleures. Cette flexibilité dans l'adhésion est impossible pour les groupes rigides. Délai de survie indéfini. Le réseau adaptatif n'a pas d'échéance d'échec car il n'a pas les vulnérabilités structurelles des autres groupes. Il peut persister aussi longtemps que ses membres survivent, des années, des décennies. C'est la seule structure de groupe qui soit durable indéfiniment. Le schéma commun expliquant pourquoi 4 groupes échouent et un seul survit. Les 4 groupes qui échouent partagent des caractéristiques qui les condamnent. Une structure rigide. Les groupes tactiques, communautaires et familiaux ont tous des structures définies qui ne s'adaptent pas bien. La structure crée de l'efficacité dans des environnements stables. Mais l'effondrement n'est pas stable. Les structures rigides se brisent sous une pression imprévisible. Points de défaillance centraux. Chaque groupe en échec possède un élément qui, s'il est détruit, tue tout le groupe. Le commandant du groupe tactique, les ressources partagées de la coalition communautaire, le patriarche du clan familial, les raids réussis du gang de pillards. Lorsque cet élément central défaille, le groupe s'effondre. Focalisation interne avec des angles morts. Les groupes tactiques se concentrent sur la sécurité et négligent la durabilité des ressources. Les groupes communautaires se concentrent sur l'équité et négligent les menaces sécuritaires. Les clans familiaux se concentrent sur la loyauté et négligeant les lacunes de compétences. Les pillards se concentrent sur les raids et négligeant la survie à long terme. Chaque groupe a un angle mort qui finit par le tuer. Incapacité à s'adapter à ce que l'effondrement exige réellement. Chaque groupe est optimisé pour ce qu'il pense être l'effondrement. Opération militaire, coopération communautaire, protection familiale, raid prédateur. Mais un effondrement réel exige de la flexibilité, des compétences diverses, une production durable et une réflexion à long terme. Seul le réseau adaptatif est construit pour la réalité plutôt que pour l'attente. Le réseau adaptatif survit car la flexibilité est son principe fondamental. Tout dans le réseau est conçu pour s'adapter. L'adhésion, la structure, la stratégie, l'emplacement. Lorsque les conditions changent, le réseau change. C'est l'opposé des groupes rigides qui se brisent lorsque les conditions dépassent leur capacité structurelle. Résilience distribuée, aucun point de défaillance centrale. Le réseau est robuste par sa distribution. Il faudrait éliminer chaque nœud pour le tuer. Et les nœuds peuvent se régénérer par le recrutement ou la reproduction au fil du temps, basé sur la réalité plutôt que sur l'idéologie. Le réseau n'essaie pas de préserver l'ordre militaire, les valeurs démocratiques, la loyauté familiale ou le succès prédateur. Il essaie de survivre. Ce qui fonctionne, ils le font. Ce qui ne fonctionne pas, ils arrêtent. Ce pragmatisme l'emporte sur l'idéologie à chaque fois. Réflexion à long terme intégrée car le réseau est durable. Les membres pensent à long terme. Ils ne brûlent pas leurs ressources. Ils ne se font pas d'ennemis inutilement.
Ils n'épuisent pas leur zone, ils renforcent des capacités qui persistent des années dans le futur. La vérité contre-intuitive. Tout le monde pense que c'est le groupe tactique qui survit. Ils sont armés, ils sont entraînés, ils sont organisés, ils ressemblent à des gagnants. Mais paraître capable n'est pas la même chose qu'être capable. Les forces du groupe tactique, armes, structure, posture agressive, deviennent leurs faiblesses. Ils consomment des ressources qu'ils ne peuvent pas remplacer. Ils se créent des ennemis qu'ils ne peuvent pas vaincre. Ils suivent des chefs dont la formation ne correspond pas à la situation. Ils meurent bien armés et organisés. Le réseau adaptatif semble faible, lien lâche, pas de hiérarchie évidente, pas lourdement armé, pas de camp impressionnant. Ils n'ont pas l'air de pouvoir s'en sortir. Mais paraître faible tout en étant fort est la position de survie ultime. Le réseau n'attire pas les prédateurs. Il ne déclenche pas de coalition ennemie. Il ne brûle pas de ressources pour maintenir une structure. Il ne se brise pas quand les conditions changent. Ils survivent discrètement pendant que les groupes impressionnants s'effondrent bruyamment. Dans quel groupe êtes-vous? Regardez votre propre préparation ou votre communauté. Quel schéma de groupe suivez-vous? Si vous construisez un camp tactique avec une structure militaire, vous vous dirigez vers la fenêtre d'échec de 3 à 6 mois. La hiérarchie rigide et la consommation de ressources vous tueront, à moins que vous ne passiez à quelque chose de plus adaptatif. Si vous organisez la coopération de voisinage, basée sur l'équité et la démocratie, vous vous dirigez vers la fenêtre d'échec de 2 à 4 mois. Les passagers clandestins et la prise de décision lente vous détruiront, à moins que vous ne créiez des structures plus petites et plus responsables. Si vous prévoyez de survivre uniquement en famille, vous êtes stable pendant 4 à 8 mois. Mais vous vous dirigez vers un échec inévitable, dû aux lacunes de compétences et à l'isolement. Vous devez réseauter avec des personnes hors de votre famille ou accepter que vous ne pourrez pas vous adapter lorsque les conditions exigeront des capacités que vous n'avez pas. Si vous envisagez une survie prédatrice, vous signez pour 3 à 9 mois de succès initial, suivi d'une mort violente lorsque vous aurez épuisé votre zone et créé une coalition d'ennemis. Si vous n'êtes pas encore dans un groupe, construisez le réseau adaptatif. De petites relations de confiance, spécialisation et échange, partage d'informations, flexibilité, indépendance avec coopération. C'est la structure qui dure. Comment construire un réseau adaptatif? Commencez avec 2 ou 4 personnes en qui vous avez une confiance profonde. C'est votre nœud central. Les compétences doivent être diverses. La confiance doit être absolue. Identifiez 3 à 5 autres individus ou petits groupes dans votre région ayant des compétences ou des ressources différentes. Ceux-ci deviennent d'autres nœuds. Vous ne fusionnez pas avec eux. Vous établissez des relations. Créez un échange régulier d'informations. Rencontrez-vous périodiquement. Partagez ce que vous voyez, ce que vous entendez, quelles menaces ou opportunités existent. Pas de structure formelle, juste un flux d'informations. Coopérer sur des projets spécifiques qui profitent à tout le monde. Construire des défenses, partager les récoltes, échanger des compétences. Une coopération basée sur le projet qui ne nécessite pas d'intégration permanente. Gardez la taille des nœuds petite. Lorsqu'un nœud dépasse 5 ou 6 personnes, il se divise en 2 nœuds qui restent connectés. Les petits groupes sont gérables sans hiérarchie. Maintenez votre indépendance tout en restant connectés. Vous ne formez pas un camp ou une organisation. Vous maintenez des relations qui procurent d'un bénéfice mutuel sans sacrifier l'autonomie. L'essentiel à retenir, 5 groupes se forment lors de chaque effondrement. La milice tactique, la coalition communautaire, le clan familial, le gang de pillards, le réseau adaptatif. 4 d'entre eux échouent en 3 à 9 mois. Les structures rigides se brisent, les points centraux faillissent. Les angles morts les tuent. L'incapacité à s'adapter les détruit. Un seul survit indéfiniment. Le réseau adaptatif, structure flexible, résilience distribuée, pragmatisme basé sur la réalité, réflexion à long terme. Le groupe que tout le monde s'attend à voir survivre, le groupe tactique lourdement armé, échoue rapidement. Le groupe que personne ne s'attend à voir survivre, le réseau aux liens lâches, persiste indéfiniment. La structure tue, la flexibilité survit. L'indépendance avec coopération l'emporte sur la hiérarchie. De petits groupes de confiance échangeant entre eux l'emportent sur les grandes organisations unifiées. Ce n'est pas de la théorie, c'est le schéma de chaque effondrement historique.
Les groupes organisés impressionnants échouent. Les réseaux adaptatifs flexibles persistent à chaque fois. Construisez le réseau, restez petit, restez flexible, coopérez sans fusionner. Spécialisez-vous et échangez. Partagez l'information. Évitez les structures rigides. C'est ainsi que l'on survit quand tous les autres groupes ont échoué. Si cette analyse de la dynamique de groupe a changé votre regard sur la survie et la communauté, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à aimer cette vidéo. Nous creusons les schémas historiques et les stratégies que d'autres ont tenté d'enterrer. Semez les graines d'un avenir résilient. Le prochain coffre-fort de la sagesse de survie s'ouvrira bientôt.